Alors, bonjour, bienvenue à tous. Comme vous le voyez, nous sommes en studio. C'est une première pour notre cycle Exploria Environnement. On est ravis. Je vais d'abord vous demander de bien éteindre vos micros et vos caméras pour ceux qui nous rejoignent. Thierry, je suis navrée, mais on se retrouvera plus tard pour les questions. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour la journée Exploria Environnement. Exploria, c'est un cycle que nous, Impact AI, avons monté il y a quelques années. Impact AI, c'est un collectif d'acteurs, d'entreprises, de start-up, d'associations, d'écoles qui sont tous engagés pour l'intelligence artificielle responsable. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une journée spéciale dédiée à l'environnement. Je vais laisser mes intervenants se présenter dans un instant. Juste pour vous parler un petit peu de la journée, donc on va avoir 4 sessions, une vingtaine d'intervenants, des experts de la RSE, des porteurs d'innovation en IA, des acteurs du conseil, des investisseurs. Enfin, voilà, une grande variété d'acteurs et on est ravis de les avoir avec nous aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre aussi plus tard. Là, c'est la table ronde d'ouverture. L'idée de cette heure d'échange qu'on va avoir tous les trois. Ah, vous m'entendez ? C'est bon ? Je continue. L'idée de cette... toujours coupé, on ne vous entend pas. Alors, est-ce que là, vous m'entendez ? Je continue. Tu dois pouvoir activer le son. Oui, mais le problème, c'est que si je le fais sur mon ordinateur, normalement, c'est relié au micro. Bon, là, c'est bon ? Ok, désolé. Je touche à rien. On me fait signe de ne pas toucher. Je continue. Normalement, vous m'entendez là. Je disais, l'objectif de cette table ronde d'ouverture, c'est vraiment de poser, dans un premier temps, le cadre à la fois de l'intelligence artificielle pour l'environnement, mais du numérique plus globalement. Donc, c'est vraiment une première session d'ouverture plus large. Et donc, de peser ensemble à la fois les risques que comporte l'intelligence artificielle pour la transition écologique et évidemment le potentiel et voilà, explorer un peu des cas d'usage concrets de ce que ces nouvelles technologies, comment ces nouvelles technologies peuvent être utilisées comme un levier de cette transition. On va faire un tour de table pour commencer. Je vais vous demander de vous présenter en moins d'1 minute 30. Je sais que c'est un petit peu challengeant, mais je compte sur vous pour rester dans cette contrainte. Je vais commencer avec vous, Fabrice, si vous voulez bien vous présenter. Donc Fabrice Bonifay, je suis le directeur développement durable du groupe Bouygues. Je suis aussi le président du collège des directeurs développement durable, le C3D, qui regroupe un peu plus de 200 membres, et administrateur du think tank The Shift Project, qui a été fondé par Jean-Marc Jancovici il y a 11 ans sur les questions énergie et climat, et co-auteur d'un livre qui s'appelle L'entreprise contributive, concilier monde des affaires et limites planétaires, qui vient de paraître chez Duno, coécrit avec Céline Puff-Ardivili. Merci beaucoup. Le Shift Project, en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, le Shift Project, c'est un think tank qui regroupe une quinzaine d'entreprises. Et l'objectif de ce think tank, c'est de réfléchir sur les conditions à mettre en place dans l'économie pour arriver à concilier, c'est-à-dire concilier le business avec les questions climatiques et l'urgence climatique, et comment on doit arriver à décarboner le plus vite possible notre économie pour à la fois sauver l'économie, mais sauver l'humanité, tout simplement. Tout simplement, ok. Voilà. Donc, il y a eu une étude qui est sortie d'ailleurs spécifiquement sur l'IT, il y a 2 ans maintenant, qui avait été pilotée par Hugues Ferbeuf, Lean ICT, et qui montre un certain nombre qui propose un certain nombre de pistes à prendre en compte par les acteurs de ce secteur, si on veut aller précisément vers une IT responsable. D'accord. Lorraine, je vous laisse prendre la suite. Oui, bonjour à tous. Lorraine Cheneva, donc je suis responsable du plaidoyer de Mirova. Alors, pour décortiquer, Mirova, déjà, c'est un gestionnaire d'actifs, une société de gestion qui est une filiale à 100% de Natixis Investment Manager. On gère aujourd'hui près de 22 milliards d'actifs. On a la particularité en fait d'être une société de gestion qui est 100% tournée vers l'investissement durable. On est aussi une bicorp et une société à mission. Donc vous pourrez aller en voir plus sur le site de Mirova si ça vous intéresse. Et moi, comme responsable du plaidoyer, en fait, je m'occupe de coordonner l'engagement de Mirova pour promouvoir la finance durable, notamment auprès des pouvoirs publics. Et c'est vrai que les enjeux environnementaux ont monté en puissance à ce niveau-là depuis quelques années. Donc, à la fois pour Mirova, ça c'était évident vu notre business model, mais aussi pour l'ensemble des investisseurs à travers les enjeux réglementaires et à travers aussi la façon dont la place approche ces sujets depuis quelques années. Voilà, je suis également... Vous allez nous en dire un peu plus. Quentin, à toi. Bonjour Bettina, bonjour à tous. Donc, Quentin Fauconnier, donc moi je suis le directeur Sustainability d'Actionable. J'ai aussi animé la Task Force Environnement avec Bettina d'Impact AI sur ces derniers mois. Et je représente aussi
actionnable au C3D présidé par Fabrice. En quelques mots, actionnable, donc nous sommes un cabinet, on va dire, pionnier en intelligence artificielle durable. Nous sommes une cinquantaine de salariés et nous accompagnons nos clients dans la transition, mais en nous appuyant sur l'intelligence artificielle, et on est notamment certifié B Corp et aussi Green Tech. Et puis voilà, moi ce qui m'anime aujourd'hui, c'est de rappeler que en France notamment, l'intelligence artificielle peut être un très beau levier pour accroître la durabilité. Le message est passé. Fabrice, je vais commencer avec vous. En juin, il y a une proposition de loi sur la sobriété numérique qui a été examinée à l'Assemblée nationale. Et à cette occasion, il y a un sondage qui a été fait qui montrait que 45% des Français estimaient que l'impact du numérique sur l'environnement était négatif, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Donc on voit que cet impact environnemental devient un sujet d'opinion et que la méfiance grandit. Avant qu'on rentre un peu dans le détail de l'IA, qui est cher au cœur de Quentin et de notre collectif, est-ce que vous pouvez nous aider un petit peu à poser le cadre de ces enjeux autour du numérique et du développement durable ? Et peut-être, question un peu annexe, est-ce qu'il y a eu un impact de la crise sanitaire sur le sujet ? Alors, les chiffres sont implacables. Donc, aujourd'hui, il est clair que le digital rend plein de services à l'humanité, mais n'est pas neutre en termes d'impact. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il faudra rappeler certains chiffres, quand même des chiffres qui sont incontestables aujourd'hui. C'est que le numérique, dans le monde, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre, à plus ou moins 0, quelque chose. Le seul petit sujet, alors dire 4%, dire c'est pas grand-chose, c'est que ça augmente de 9% par an, la consommation d'énergie associée aux activités de l'IT, 9% par an. C'est le secteur qui augmente le plus. Donc, comme les armes ne grimpent pas au ciel, enfin du coup je crois, il va bien falloir que ça s'arrête un jour, parce que sinon ce sera juste intenable. Donc ce secteur, il est contributeur négativement au changement climatique et à l'urgence climatique. Et c'est bien ça le sujet aujourd'hui. Donc on peut se raconter toutes les carabistoutes qu'on veut, tant qu'on n'aura pas inversé une trajectoire qui est juste intenable aujourd'hui, eh bien on ne pourra pas considérer qu'on fait du numérique responsable. Alors heureusement, il y a moyen de faire autrement, mais ça va nécessiter, comme dans d'autres secteurs, de tout changer. Voilà, donc tout simplement. Tout changer, c'est-à-dire changer la façon de produire le service numérique, donc de le marketer différemment, et puis de faire preuve aussi de plus de responsabilité en termes de marketing de l'accès au numérique, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on est complètement à côté de la plaque. On prend, je pense, quelques exemples sur l'intelligence artificielle, par exemple. Tout le monde en parle. Donc, c'est certainement un outil extrêmement efficace pour améliorer plein de choses, notamment dans le domaine médical, sur les diagnostics, etc. Bon, enfin, il y a des spécialistes qui connaissent ça mieux que moi. Le seul petit sujet, c'est que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, pour mettre en place une intelligence artificielle, il faut énormément de data. Le machine learning qui capture des datas qui ensuite sont traitées d'un point de vue statistique pour sortir des prédictions qui sont d'une précision que l'intelligence humaine n'est même pas capable de traiter elle-même, et d'où l'intérêt de l'intelligence artificielle. Sauf que tout ça, ça consomme une énergie tout à fait considérable, parce que mettre en place une intelligence artificielle avec donc lorsqu'il y a un projet, c'est à peu près 300 tonnes de CO2 pour mettre en place une machine learning efficace pour une intelligence artificielle. 300 tonnes. D'accord. Un aller-retour Paris-New York, c'est 200 tonnes. Donc on se dit, tant qu'on n'a pas trouvé plus de sobriété, est-ce que cette façon de faire d'aujourd'hui va pouvoir se multiplier comme certains l'espèrent? C'est juste pas ça qui va se passer du tout, d'ailleurs. Parce que c'est pas tenable d'un point de vue moral vis-à-vis des générations futures et vis-à-vis de l'urgence climatique. Je rappelle quand même que sur l'urgence climatique, il faut quand même aussi connaître les chiffres. On est déjà à 1,2 degré de réchauffement moyen depuis le début de l'ère industrielle. On était à 280 ppm de CO2 dans l'atmosphère au début de l'ère industrielle. On est aux alentours de 412 aujourd'hui. Au rythme actuel, on sera à 1,5 degré, qui était la limite que l'accord de Paris avait fixée, non pas en 2100, mais on y sera en 2030.
donc Ça à s'accélère. 1,5, et on sera à 2 degrés bien avant 2040 au rythme actuel. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui à peu près 43 gigatonnes de CO2 à l'atmosphère tous les ans, et il en faudrait 3 fois moins à l'horizon 2050. Donc il faudrait pouvoir faire décroître nos émissions de gaz à effet de serre tous les ans entre maintenant et 2080 de 6% par an, donc l'équivalent de ce que nous avons eu en 2020 lors de l'année Covid, sans les restrictions. Donc quand on donne ces chiffres-là, après il y a deux choix. Soit on conteste les lois physiques, et puis on peut toujours les contester, mais c'est quand même compliqué. Soit on s'est dit, il va falloir tout changer et faire preuve de modération et un gros mot qu'on n'ose plus employer maintenant, mais qu'il va bien falloir employer, de sobriété numérique. Donc, sobriété numérique, ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout pris en compte dans les cahiers des charges de tous les développeurs. Ça commence un petit peu, mais c'est vraiment pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Et les gens ne comprennent pas les ordres de grandeur. D'ailleurs, c'est tout à fait étonnant qu'ils ne comprennent pas ces ordres de grandeur, alors qu'on a affaire à des gens qui connaissent bien les mathématiques, a priori, parce que c'est quand même il faut être quand même très fort en maths pour bien maîtriser toutes ces techniques-là. Mais ça, ils ne le comprennent pas. Alors, ils ne le comprennent pas pour plein de raisons. C'est qu'aujourd'hui, les modèles ne sont pas... les modèles de développement de l'industrie IT n'a pas du tout pris en compte les enjeux de long terme dans leur développement. Alors, ce n'est pas les seuls, mais on voit bien que l'impact est énorme. Et l'essentiel des modèles économiques, cette fois-ci, s'appuie sur le fait qu'il faut toujours plus de puissance donc des machines, il faut toujours plus de data, et on voit bien que cette boulimie d'informations n'est clairement pas compatible avec l'urgence climatique à court terme aujourd'hui. Oui. Donc, j'invite les acteurs d'IT à réfléchir clairement sur cette question, et nous-mêmes chez Bouygues, on en fait partie, car il nous reste 6 ans, 7 ans pour inverser une tendance qui est complètement suicidaire. Il n'y aura pas d'intelligence artificielle à grande échelle. Je vous le dis, tous les rêves qu'on peut entendre là aussi au salon de Las Vegas tous les ans, etc. Les voitures autonomes partout, tout ça, c'est une utopie totale. C'est pas ça qui va se passer. Donc, il va falloir qu'on invente une nouvelle façon d'utiliser le numérique, parce que c'est un outil extraordinaire, mais dans un mode de développement qui n'a strictement rien à voir avec les fables que l'on entend aujourd'hui. Le message est passé, on entend bien la déconnexion qu'il peut y avoir entre les projections et la réalité. Lorraine, si on s'intéresse, vous évidemment, vous êtes experte du cadre légal, du rôle des pouvoirs publics sur la régulation de ces acteurs-là, de ces acteurs économiques. Est-ce que vous pouvez nous éclairer justement sur où on en est en termes de réglementation et de contraintes environnementales imposées aux entreprises, à la fois sur ce qui existe aujourd'hui et ce qui, comme dans la loi sobriété numérique ou d'autres à l'échelle européenne, est en cours de discussion? Oui, qu'est-ce qui vous interpelle là-dessus? Merci Bettina. Alors, nous, on a un regard vraiment investisseur. Donc, c'est là qu'on regarde tout ce qui se passe en matière de finances durables, en fait, en particulier. Alors, parfois, il y a des gens qui pensent que c'est des notions antinomiques, mais on essaye de démontrer le contraire. Concrètement, ce qu'on a observé depuis quelques années, nous, à Mirova, ça nous va bien, parce que c'est ce qu'on pousse, c'est une accélération, effectivement, de la structuration du cadre, alors qu'il soit réglementaire ou pas, parce qu'il y a aussi des actions de place qui sont menées par des investisseurs privés qui ne sont pas forcément de l'ordre du réglementaire pur. Mais donc on a une accélération des initiatives à ce niveau-là pour que à la fois les entreprises et les investisseurs s'engagent davantage vers un chemin de transition en faveur du développement durable, la réalisation des objectifs de développement durable de l'ONU, etc., etc. Donc il y a pas mal disons que le chemin est relativement fixé, que ce soit avec l'accord de Paris ou avec les ODD, et on avance vers cette direction. Comment ça se traduit en fait? Alors ça s'est traduit à toutes les échelles géographiques déjà, au niveau français, européen, international. Il y a des initiatives de ce type, on en voit aujourd'hui qui émergent aux États-Unis, avec un premier sujet qui peut paraître tout bête, mais qui n'est pas du tout, qui est tout simplement un sujet de transparence. C'est-à-dire que pour que les entreprises évoluent, il faut qu'elles rendent des comptes. Pour que les investisseurs puissent juger si elles prennent en compte ou pas ces sujets-là, il faut qu'elles regardent ce qui se passe chez les entreprises en matière environnementale, sociale, gouvernance. Donc il y a toute une flopée de réglementations qui ont émergé. Alors en France, c'était dès les années 2003-2004. En Europe, ça s'est fait un petit peu après, sur les sujets de reporting et de disclosure, sur les sujets de développement durable. Donc la France a été pionnière, il y a eu la TCFD, donc c'est la
Task Force for Climate Financial Disclosure, qui donne des guidelines au niveau international, tout ce qui est reporting climat, à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les investisseurs et pour les acteurs financiers. Il y a plus récemment la SEC, donc la Securities Exchange Commission, qui est un peu l'équivalent de l'AMF aux États-Unis, qui est en train également de regarder les obligations de reporting climat pour les émetteurs cotés aux États-Unis. Et il y a l'Union européenne, évidemment, j'en parle en dernier parce que c'est un gros morceau, qui a beaucoup bougé avec la mise en place dès 2018 d'un plan d'action finance durable qui vise à faire bouger le secteur financier. Alors essentiellement les investisseurs, les banques étaient quand même moins concernées jusque-là, les investisseurs vers des logiques de développement durable. Donc pour vous donner un exemple concret, on a un triptyque de réglementation qui s'est mis en place au niveau européen, qui sont complémentaires, qui s'appellent la taxonomie, et deux autres acronymes barbares qui sont SFDR et CSRD, qui sont en fait des textes qui visent d'une part à lister qu'est-ce que ça veut dire les activités vertes, donc ça c'est la taxonomie, et dans quelle mesure est-ce que à la fois les entreprises et les investisseurs sont compatibles avec ça. Alors ça c'est la philosophie de départ, c'est l'aspect positif. SFDR, donc c'est Sustainable Financial Disclosure Regulation, qui là vise les investisseurs en tant que tels, pour leur demander dans quelle mesure est-ce qu'elles prennent bien en compte leurs risques développement durable, avec une innovation qui est assez intéressante, ce qu'on appelle la double matérialité. Alors ça peut paraître encore une fois barbare comme appellation, mais en fait c'est assez simple. Ça veut dire qu'à la fois vous allez regarder dans quelle mesure est-ce que les risques d'une entreprise sont bien gérés pour ne pas impacter la valeur de votre investissement. Et d'autre part, vous allez regarder dans quelle mesure est-ce que vous allez devoir plutôt expliquer publiquement dans quelle mesure votre investissement se positionne sur des activités qui ne font pas porter de risque pour la société en matière de développement durable. C'est-à-dire que vous allez regarder à la fois si le changement climatique ne va pas faire baisser la valeur de votre actif pour vous, votre investissement, mais aussi si vous n'êtes pas en train de faire travailler des enfants en investissant dans telle ou telle entreprise. Et tout ça se met en musique avec un troisième texte qui vise le reporting des entreprises en matière de développement durable et qui devra répondre aux deux premiers. Donc on oblige en fait à travers ces textes l'ensemble des acteurs et en particulier les investisseurs à se positionner sur ces sujets et à dire si leur logique d'investissement est durable ou pas. Donc les enjeux environnementaux évidemment là-dedans sont hyper importants. Alors Quentin, justement, si on s'intéresse plus particulièrement à l'IA, on en parlait un petit peu avec Fabrice, est-ce que toi qui es donc un ardent défenseur de son potentiel, est-ce que tu peux nous aider à calculer ou cartographier ou mieux comprendre l'impact actuel de ces nouvelles technologies sur l'environnement et aussi peut-être ce qu'on peut en espérer dans le cadre des limites qu'on vient d'exposer, des régulations qui sont en train d'être mises en place, etc. Qu'est-ce qu'on est en droit d'espérer de ces nouvelles technologies ? Tout d'abord, sur les limites, effectivement, les chiffres ont été clairement explicités avant. Il y a un impact sur l'environnement de l'IA. Mais au-delà de ça, moi, ce que je voudrais retenir, c'est un chiffre clé, c'est 80%. 80%, c'est un chiffre paru dans la revue Nature en début d'année dernière. Ça concerne donc c'était une étude de chercheurs de l'université de KTH. C'était le potentiel, le nombre d'ODD que tu citais, Lorraine, tout à l'heure, le nombre d'ODD qui peuvent être atteints ou poursuivis grâce à l'IA, sur lesquels l'IA peut avoir un apport positif. Donc voilà, moi d'abord, c'est ce chiffre de 80%, très éloquent sur l'apport potentiel positif de l'IA. Donc voilà, moi c'est déjà ce premier chiffre que je voulais retenir. Au-delà de ces éléments, pour moi, ce qui compte sur l'IA, au-delà du positif, négatif, on a commencé à l'aborder tout à l'heure, c'est vraiment la notion de c'est quoi d'un côté l'apport négatif et c'est quoi d'un côté l'apport positif. Tout à l'heure, on parlait de tonnes de CO2 et d'entraînement. Il y a beaucoup d'exemples, notamment dans le cadre du collectif Impact AI, on en a beaucoup parlé. Dans l'industrie, dans les usines, on a des entraînements d'algorithmes plutôt simples. Donc là, on est plutôt sur quelques kilogrammes ou des dizaines de kilogrammes de CO2, donc c'est-à-dire environ une centaine de kilomètres en voiture, qui ont été nécessaires pour faire fonctionner pour mettre en place l'algorithme. Et en regard de ça, sur une année complète, on va avoir par exemple quasiment 500 tonnes d'économisées. Là, on est sur des rapports de 1 à 5000. Et c'est vraiment cette notion qu'on porte à travers le collectif de proportionnalité, de rapport entre les impacts et les gains qui est très important. C'est valable sur le carbone, mais c'est aussi valable sur l'eau, les quantités d'eau économisées.
sur les impacts sur le changement climatique, comment on va s'adapter, comment on va prévenir les différents impacts. Il va y aussi avoir sur la biodiversité. Voilà, sur tous ces indicateurs, c'est vraiment cette logique de balance, apport positif, apport négatif, et toujours dans une logique justement qui était très chère à Fabrice de il faut compter, il faut savoir de quoi on parle, mesurer. C'est vraiment ça qui permet de déterminer si on est positif ou négatif. Je sens que j'ai même pas besoin de vous lancer. Vous avez déjà envie de réagir. Mais je vais quand même poser ma question. Pour bien comprendre, vous, à la lumière de tout ce qu'on vient de se dire, comment vous utilisez quand même cette IA au sein de Bouygues, dans la limite de toujours le cadre qu'on a fixé? Non, mais avant de répondre à cette question, je veux préciser une chose. En fait, le problème de l'IA, c'est que c'est un outil formidable pour améliorer l'efficacité d'un process. Ça, c'est incontestable. Et ça, c'est la magie des algorithmes. Voilà. Mais il y a un petit hic aussi qu'il faut aussi prendre en compte, hélas. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est quand vous êtes plus efficace dans un domaine quel qu'il soit, donc vous avez un moteur qui consomme moins, vous avez un process qui est plus efficient, qui consomme moins d'énergie pour arriver à un meilleur résultat, vous rendez ce process ou cette machine ou cette fonctionnalité plus accessible en fait. Plus accessible parce que vous allez baisser son prix d'acquisition, son prix de revient. Et donc, du coup, l'assiette d'utilisateur va augmenter. Donc, ce que vous allez gagner en intensité, vous allez le perdre en volume. Et résultat, vous allez consommer plus. Donc, l'efficacité énergétique, être plus efficace sur un process, ça ne garantit en rien, mais en rien du tout, que vous allez baisser les émissions. Et c'est pas du tout ce qui se passe. Et alors, dans l'informatique, c'est ce qui se passe. C'est que c'est vrai que les technologies aujourd'hui, les hautes technologies, que ce soit la 5G, etc., consomment moins d'énergie par unité de data traitée. C'est incontestable. C'est même significatif. Sauf que c'est tellement plus puissant, et vous baissez le coût d'utilisation, vous avez plus de data en volume, et vous avez des machines qui sont plus puissantes, vous avez des résolutions d'écran qui sont meilleures, etc. Et qu'in fine, on constate ces fameux 9%. Donc on peut prendre le problème par tous les bouts, in fine. Mais si on veut une vraie approche de responsabilité, arrêter de se mentir à soi-même, arriver à regarder ses enfants dans les yeux le soir quand on rentre se coucher, il va bien falloir qu'on passe par une approche de sobriété. Voilà. Et donc caper les consommations, j'ai bien dit caper les consommations, et rentrer dans une logique ensuite de déconsommation pour arriver à se conformer aux 6% de réduction des gaz à effet de serre, qui est la seule métrique à mettre en place si on veut ne pas être complice du génocide planétaire qu'on est en train de mettre en place et qui sera maintenant, et qui commence à être tout à fait palpable pour ceux qui écoutent un petit peu les informations, ce qui se passe aux États-Unis, en Australie, en Italie, au Japon, etc. Donc, ça y est, on est rentré dans le temps des conséquences. Donc, arrêtons de mentir aux gens, arrêtons de faire croire des choses qui ne sont pas vraies, et commençons à être responsables. Voilà. Lorraine, vous vouliez réagir ? Oui, c'était vraiment pour donner un point de vue investisseur là-dessus, mais je vais complètement dans le sens de ce que vient de dire Fabrice, parce que concrètement, nous, quand on regarde, par exemple, un sujet tech ou intelligence artificielle, on va regarder deux choses. C'est est-ce qu'il y a une opportunité de développement durable dans le sens, est-ce que on a une innovation qui va vraiment permettre une décroissance des consommations, et c'est pas parce que c'est affiché sur le papier qu'on va le croire. On voit effectivement des effets rebonds, clairement. Alors c'est propre, voilà. Potentiellement ça peut arriver pour une smart grid sur une ville. Ça peut arriver aussi sur des choses qui sont moins sophistiquées, sur d'autres technologies. Je pense à, par exemple, complètement en dehors de l'intelligence artificielle. Si on isole mieux des bâtiments, en Allemagne, ils ont réussi à le faire mieux que nous, on observe un effet rebond parce qu'en fait, du coup, ça coûte moins cher. Donc, du coup, on va se lâcher sur la consommation électrique, on va avoir plus d'appareils, on va faire davantage de choses. Donc ça, il y a une démonstration par la preuve que nous, on regarde en tant qu'investisseurs, qu'aujourd'hui, on constate pas beaucoup, objectivement. En plus de regarder les risques associés à l'intelligence artificielle, qui peuvent être des risques sociaux, mais ça, on peut en reparler après, si vous voulez. Oui. Quentin, peut-être envie de réagir là-dessus, et peut-être aussi nous raconter, parce que je sais que vous avez, enfin je sais parce que j'y ai participé, qu'on a mené un travail de fond avec Impact AI pour un peu, comment dire, qualifier ou concrétiser cette notion de AI for Green. Et puis commencer à recenser un peu des cas d'usage. Est-ce que tu peux réagir à ce qu'on vient de se dire et nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. Dans le cadre de ce collectif d'ailleurs qui comporte
plus d'une vingtaine de participants, avec notamment des grands noms tels que Orange, Thales ou encore Microsoft. Donc voilà, vraiment un très beau collectif. La première chose qu'on a voulu faire, c'était vraiment parler de périmètre. Comme on le disait tout à l'heure, ça a été justement rappelé, on a un sujet d'effet rebond. Et nous, vraiment, ce qu'on a voulu faire, c'est qualifier déjà... nous, on voulait mettre en avant l'AI for Green, c'est-à-dire l'IA qui peut avoir un aspect bénéfique, mais vraiment, en termes de périmètre, s'assurer que on prenne bien en compte les potentiels effets rebonds et qu'on raisonne bien, toutes choses égales par ailleurs, est-ce qu'on a bien une amélioration pour l'environnement? Pour nous, c'est vraiment ce qui nous animait parce qu'on voulait vraiment, effectivement, justement ce que Lorraine ou Fabrice viennent d'évoquer, on voulait éviter d'être dans du greenwashing, pour parler concrètement. Et donc, nous, déjà, on s'est concentré sur quelques domaines environnementaux qui étaient vraiment parlants, sur lesquels on a beaucoup de données. Parce qu'effectivement, il y a plein d'impacts sur l'environnement, on a des catastrophes écologiques qui arrivent, mais pour savoir de quoi on parle, il fallait quand même se concentrer sur les indicateurs qui aujourd'hui font foi et sont indiscutables. Les tonnes de CO2, maintenant, on commence à avoir 20-30 ans d'expérience, donc on commence à bien savoir les mesurer. Donc là, on peut en parler. L'énergie... J'ai l'impression qu'il y a une petite contestation à ta gauche. On pourrait revenir sur le côté incontestable des données. Alors, incontestable, oui, il y a des grandes incertitudes et je suis d'accord. Mais ce n'est pas forcément problématique. Mais en tout cas, on a des données. On a de l'énergie. Voilà, on a plein de données. Et nous, ce qu'on a identifié, c'est 3 grands indicateurs, enfin 3 grandes familles où vraiment... On commence à avoir des cas d'usage, c'est tout d'abord l'énergie et les gaz à effet de serre. Donc là, on a des multitudes de cas d'usage qui ont fait leurs preuves. On a aussi l'adaptation au changement climatique. On a de plus en plus d'applications de l'IA, par exemple, pour prévenir les futures inondations, éviter, notamment pour des groupes comme Bouygues, de construire dans des zones où on sait que ça va être inondé dans 20 ans. Donc là, il y a des apports non négligeables de l'IA. Et enfin, un dernier pan très important que nous, on a identifié avec maintenant beaucoup de données, c'est tout ce qui va être pollution et déchets, où on commence à avoir aussi de très beaux cas d'usage. Voilà, c'est là-dessus qu'on s'est... Je peux en rajouter un, parce qu'on me pose la question, j'ai pas eu le temps de répondre pour Bouygues. Nous, on souhaite mettre en place, grâce à l'IA, une approche sur l'amélioration des accidents du travail. Enfin, l'amélioration de la prévention des accidents. Parce qu'on récupère sur nos chantiers énormément de data sur des comportements à risque, sur des presque accidents, etc. Bon, depuis, on a beaucoup de data, mais on n'en fait pas grand-chose aujourd'hui. Mais on pense que l'IA peut nous apporter quelque chose sur la prédiction, sur la mise en place de nouveaux comportements, de nouvelles procédures, pour faire baisser l'accidentologie dans un secteur qui est, hélas, encore un secteur très accidentogène dans l'ensemble des secteurs d'activité. Et moi, je pense que cet outil-là doit être réservé, en fait, à ce type de niche. Et donc, dès lors qu'il y a vraiment un enjeu social évident ou un enjeu environnemental évident, ce serait dommage de s'en priver. Par contre, il y a beaucoup de mésusages de l'IA qui émergent et qui sont encore majoritaires, des mésusages ludiques ou faussement ludiques, où là, il va falloir faire preuve de responsabilité et de sobriété pour éviter de tomber dans des travers. Je prends souvent cette métaphore-là. Bon, il y a des boulangeries partout, on peut s'acheter des gâteaux quand on veut, mais on ne se les achète pas parce qu'on fait attention à notre santé, et c'est bien. C'est pareil pour la sobriété numérique. Elle est accessible maintenant, elle est peu chère, mais il faut savoir se raisonner si on veut pouvoir continuer d'utiliser longtemps. Voilà, essayons d'être responsables. Dans cette perspective, en essayant d'être responsable, etc., concrètement, qu'est-ce qu'on met en place comme garde-fou? Comment on organise la gouvernance de l'IA en entreprise? Qu'est-ce qui fait... concrètement, qu'est-ce qu'on met en place pour réguler et encadrer cet usage de l'IA? Ce qu'a dit Quentin, il faut mesurer. Il faut prendre en compte les effets rebonds. Voilà, il y a effet rebond, il n'y a pas effet rebond. Déjà, rien que ça, ça fait partie des choses à mettre en place. Qu'est-ce qu'on gagne par rapport à ce qu'on dépense? C'est pas compliqué, c'est comme son budget familial. Quelles sont les recettes, quelles sont les dépenses? Bon, si on est comme on vise une externalité climat, l'externalité climat, la seule mesure, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Si on met en l'IA l'outil contribue à ce qu'in fine, on émette plus de CO2 qu'on en économise,
Mais quel est l'intérêt? Je pose la question, quel est l'intérêt? Il n'y a pas d'intérêt. Donc quand on lance ce type de programme, si on n'émet pas d'entrée de jeu les KPI objectives qui permettront de mesurer l'efficacité, ça n'a pas de sens. Et surtout, il faut pouvoir le mesurer d'une façon vraiment, ce qu'on appelle en coût carbone complet. Le coût carbone complet, c'est de l'extrême amont du projet à l'extrême aval du projet. Souvent, l'approche américaine de mesure du scope 1 et 2, c'est une mesure complètement tronquée. Les émissions directes aujourd'hui, quand on voit, il y a Facebook qui, il y a quelques jours, a dit voilà, c'est formidable, on est déjà neutre en carbone, on ne va pas tarder à l'être. Ben oui, mais enfin, ils sont sur leur scope, sur leurs émissions directes, mais ça n'a pas de sens. Ils ne prennent pas en compte, en fait, la consommation d'énergie des gens qui surfent sur Facebook toute la journée. Donc, déjà, le fait de ne pas prendre en compte ça, c'est comme quand vous vous pesez après les fêtes et que vous mettez qu'un seul pied sur la balance. C'est pas vrai. C'est pas la réalité de ce que vous avez pris comme kilo. Donc ça, on ne peut pas accepter ça. C'est pas possible. Je dis, arrêtons de nous mentir à nous-mêmes sur ce sujet. Lorraine, justement, sur cette question des garde-fous à mettre en place pour avancer de façon responsable. Alors, nous, la question comme investisseur, elle se pose vraiment sur le côté utilisation de données. Enfin, là, je parle vraiment de notre métier au quotidien, quand on évalue les entreprises dans lesquelles on va investir. Et effectivement, ce n'est pas forcément si simple. Alors, on pourrait rêver que toutes les données exploitables soient aspirées par un mécanisme d'intelligence artificielle et qu'on aurait un résultat qui sort. On sait si on y va ou si on n'y va pas. Dans la réalité, c'est pas aussi simple. Pour plusieurs raisons. C'est que, d'une part, même si les reportings du fait des réglementations que je citais tout à l'heure s'améliorent, les données environnementales disponibles aujourd'hui au niveau des entreprises, elles sont extrêmement hétérogènes. Il y en a beaucoup qui manquent. On citait à l'instant le scope 1, le scope 2. Nous, il nous manque le scope 3. Alors, j'explique juste ce que c'est. Alors, en 2 secondes, je rappelle pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ces notions. Scope 1, scope 2, c'est les émissions directes liées à une usine, potentiellement associées à sa consommation d'électricité, sa consommation de chaleur et ses process. Voilà. Est-ce qu'ils utilisent du fuel sur le site? Est-ce qu'ils vont brûler des choses dans des machines? Est-ce qu'ils vont consommer de l'électricité? Le scope 3 amont, c'est toutes les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à vos fournisseurs. Et celles qui sont aval, c'est toutes celles qui sont liées, effectivement, comme le disait tout à l'heure Fabrice, à l'usage du produit qu'on peut avoir. Et c'est pour ça que je réagissais tout à l'heure sur la notion d'exactitude des données. C'est qu'aujourd'hui, on a des données qui sont assez critiquées sur ce qui n'est pas du scope 1 et 2, parce que c'est difficile de les estimer, parce qu'elles sont imparfaites, mais nous on considère que c'est pas grave, il vaut mieux avoir une analyse complète où on va regarder effectivement l'ensemble de la chaîne de valeur, l'ensemble du cycle de vie, et là-dessus effectivement aujourd'hui on peut pas, l'intelligence artificielle ne suffit pas à nous les donner, on est obligé d'avoir de l'analyse en plus pour pouvoir l'estimer concrètement, pour regarder aussi les émissions évitées associées à un produit. Je vous donne un exemple concret juste pour qu'on voit bien ce que ça veut dire. Si, comme investisseur, moi je regarde, c'est un exemple un peu tarte à la crème qu'on reprend souvent à Mirova, mais il est assez parlant, une usine de voitures et une usine qui produit un isolant de type laine de verre. C'est pas forcément le plus soft en matière environnementale, mais c'est quand même un isolant qui permet d'isoler les bâtiments et de limiter la consommation. Si vous regardez les émissions scope 1 et 2 de votre usine de voiture, vous allez avoir des émissions qui sont assez faibles. Alors que pour produire de la laine de verre, concrètement, là, vous allez avoir besoin de beaucoup d'énergie. Sauf qu'en fait, les émissions des voitures, elles sont liées à l'utilisation des consommateurs quand ils utilisent leur bagnole. Et les émissions de la laine de verre, au contraire, elles vont en éviter en isolant des bâtiments. Donc c'est ça qu'on doit être capable de regarder. Donc il y a une question de disponibilité de la data, de fait que les datas ne sont pas forcément calculées, construites de la même manière quand elles sont disponibles au niveau des reportings des entreprises. Et après, pour qu'un mécanisme d'intelligence artificielle puisse les lire de manière efficace, il faut aussi qu'on sache ce qu'on cherche, qu'on sache ce qu'on veut en tirer. Est-ce qu'on veut juste, nous comme investisseurs, limiter la casse et avoir des entreprises qui font, on dirait en anglais doing no harm, qui font pas trop de mal, qui vont pas faire travailler les enfants, qui vont pas polluer la rivière d'à côté, ou est-ce qu'on veut regarder aussi le business model, les produits, les services, et voir s'ils ont un intérêt en matière de développement durable. Et ça, là-dessus, il y a beaucoup d'interprétations qui sont difficiles à harmoniser. Tout le monde, il y en a autant que de stratégies d'investissement quasiment. Donc, aller plaquer un seul outil là-dessus, c'est one size fits all, ça va risque de pas forcément marcher. Nous, à Mirova, on a une idée assez précise de ce qu'on cherche. Voilà, ce côté opportunité du business model, gestion des risques en plus. Et pour ça, on travaille beaucoup sur les méthodologies.
les méthodologies d'agrégation des données. On travaille avec Carbon 4, que vous connaissez bien. On travaille pour les données climat. On travaille aussi avec d'autres fournisseurs de données. On a lancé récemment un appel d'offres pour arriver à évaluer ce que veut dire le risque biodiversité ou l'opportunité biodiversité pour des entreprises. Ça, c'est des données qui sont extrêmement complexes. Donc, on est sur un champ de données hétérogène, complexe et pas facile à capter. On peut petit à petit céder sans doute d'un peu d'intelligence artificielle, mais on est obligé d'avoir de l'analyse qualitative en plus, une vision d'analyste qui soit solide, qui soit aussi une vision de conviction, et c'est pour ça qu'on a cette approche-là à Mirova, étant donné la complexité des sujets. Et alors Quentin, justement, pour j'ai envie de dire lutter, mais en tout cas s'arranger avec toutes ces difficultés qui sont liées à la donnée, l'hétérogénéité, la disponibilité, etc., etc. Comment vous accompagnez vos clients sur ce sujet? Et plus globalement, quels sont les freins que tu vois à lever sur ce sujet de la donnée pour déployer le potentiel de l'IA? J'ai envie de dire, avant même la notion de frein sur les données, donc nous, chez Actionable, on a un cabinet de conseil, on accompagne directement nos clients au jour le jour. L'un des principaux freins, c'est d'abord l'acculturation. On a souvent sur deux domaines. D'abord, il y a une peur de l'IA. Qu'est-ce que c'est? L'IA, c'est un mot un petit peu magique, ésotérique, qui fait un petit peu peur. L'IA, ça reste des algorithmes du traitement de données pour optimiser des choses qui prendraient beaucoup plus de temps à la main. Donc déjà, il y a tout ce travail de rappeler ce qu'on entend par l'IA. Ensuite, en termes d'acculturation, on a des problèmes plus classiques sur l'environnement. Les données environnementales, on l'a dit tout à l'heure, elles peuvent être précises sur le carbone, mais sur la biodiversité, justement, comme tu le disais, Lorraine, il y a plus de travail à faire pour qualifier les données, être sûr de est-ce qu'on parle bien tous de la même chose. Donc c'est l'un des autres grands freins génériques. Une fois qu'on a commencé à lever déjà ces discussions-là, on a souvent convaincu les décideurs et on peut avancer. Là, on rentre sur les données. Sur les données, c'est un peu les mêmes problèmes qui ont pu être évoqués. D'abord, c'est des données qualifiées et disponibles. C'est pas toujours le cas. Très souvent, on l'oublie, est-ce que ce sont des données qui sont traitées de la même manière, entre guillemets, par mes petits copains, si je parle trivialement, parce que la nature humaine fait qu'on aime bien se comparer. Et on a souvent besoin d'avoir des initiatives sectorielles permettant de se dire un tel est à X tonnes, un tel est à Y. Moi, où est-ce que je me situe? Est-ce qu'on a bien le même référentiel? C'est souvent une limite. C'est pour ça que très souvent, les secteurs bougent un peu en même temps et qu'on a souvent des accompagnements en mode partenarial où tout le monde se parle. Et c'est vraiment important que tout le monde bouge en même temps dans un secteur, mais c'est valable pour tous les secteurs, pour bien avancer. Et puis pour conclure sur les données les plus compliquées, qui sont encore peu précises, là c'est des initiatives comme celle de Lorraine sur la biodiversité notamment qui permettent d'avancer. Voilà un petit peu il y a encore beaucoup de petits freins, mais ça avance. Je voudrais juste réagir sur le fait, deux choses. Le fait d'avoir de la donnée comparée, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire qu'on est effectivement sur des chiffres où les méthodologies sont encore en construction, et c'est important. Et on a tendance à dire que c'est pas très grave. Nous, comme investisseurs, on n'a pas besoin d'avoir certaines données, par exemple, encore une fois, ces émissions de Scope 3, si elles sont imparfaites, c'est pas très grave. On a besoin d'ordre de grandeur pour savoir où ça se situe. Si c'est pas à la tonne de CO2 près, honnêtement, on s'en fiche. C'est pas ça qui va changer. C'est pas ça qui va changer notre vie. Et l'argument de dire ah là là, vous n'êtes pas à la virgule près sur le bon chiffre, c'est pas grave. On a besoin de connaître une marge d'erreur de connaître la transparence de la méthodologie, comment c'est calculé, et d'avoir éventuellement des pairs ou d'autres où on recalcule les données avec la même méthodologie pour voir où on se situe, en fait, où on se situe dans le temps, où on se situe par rapport au secteur. Là, on est capable de comprendre où ça va. Ce qu'il faut aussi se mettre en tête, c'est qu'on a parlé de la double matérialité, mais il y a la double temporalité qu'il faut aussi prendre en compte. Si j'étais investisseur, je sais ce que je ferais. Alors, c'est quoi la double temporalité? C'est que les entreprises, pour arriver à décarboner leur portfolio, leur portefeuille de solutions, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, hélas, parce que ce sont des outils industriels qui sont lourds à changer. Il faut faire beaucoup d'investissements pour mettre en place des nouveaux process de décarbonation des process. Et donc, il faut des objectifs de long terme. Donc aujourd'hui, on voit bien que toutes les entreprises se sont tracées des trajectoires 1,5 degré ou 2 degrés avec des objectifs à 2040, 2050, et même des États d'ailleurs avec la Chine à 2060. Bon, ces objectifs de très long terme,
n'engage que ceux qui veulent y croire vraiment, parce que de toute façon, ceux qui les prennent aujourd'hui, ces fameux lauréats qui ne seront plus là quand on arrivera lors du bilan. Donc c'est bien d'en avoir aussi, parce que ça fixe une trajectoire, ça fixe un objectif. Mais ce qui est important, c'est l'objectif qu'on se donne pour l'année à venir. Voilà. Et ça, c'est ce que j'appelle la double temporalité, c'est-à-dire l'année prochaine, combien je vais baisser mes émissions sur les scopes maîtrisables et non maîtrisables. Donc comment je vais investir, qu'est-ce que je vais investir. Donc la nature de l'investissement est presque plus importante que la nature que la baisse, parce que s'il n'y a pas d'investissement, on ne voit pas comment les gens pourront baisser. Et puis aussi comment ils vont accompagner leurs parties prenantes, parce qu'on sait très bien qu'une entreprise évolue dans un écosystème sectoriel, et l'entreprise n'est pas la seule à pouvoir accompagner une stratégie de décarbonation dans son secteur. Donc il faut pouvoir convaincre les clients, embarquer les fournisseurs. Il faut savoir que l'essentiel, Madame l'a dit, des émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise aujourd'hui, c'est le scope 3A, donc ce que l'entreprise achète et qui rentre dans la composition de son produit. Et en ce qui nous concerne, nous, c'est les 3/4 de notre empreinte carbone. Donc on sait très bien qu'on ne pourra pas décarboner nos solutions commerciales dans tous nos métiers si on n'embarque pas avec nous notre supply chain. Donc les objectifs long terme, très bien, mais les objectifs de l'année à venir, qu'est-ce que je pourrais raconter à mes investisseurs sur ce que j'ai fait dans les 2-3 ans qui viennent, ça me paraît encore plus crédible pour une entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes, parce que c'est là qu'on va voir vraiment la volonté des dirigeants, la volonté du conseil d'administration de réellement bouger. Parce que des objectifs de trop long terme, pour moi, ça n'a pas assez de valeur, ça n'engage pas. Voilà. Merci. Je voudrais ouvrir les questions à la salle. Je vois que dans le chat, je suis ça un petit peu de loin, il y a beaucoup de débats sur le coût, enfin le calcul, les méthodes de calcul du coût CO2 du NIR. Donc je ne sais pas si quelqu'un veut réagir là-dessus. Mais plus globalement, si vous voulez prendre la parole pour poser des questions à nos intervenants. Alors, me dit-on, avez-vous un exemple concret de projet où la balance positive-négative liée à l'IA se vérifie en termes d'émissions? Une première question. Alors, moi j'en avais un que j'ai un petit peu abordé tout à l'heure, c'est c'est l'un des cas d'usage du collectif, c'est sur une usine agroalimentaire. J'évoquais tout à l'heure la mise en place d'un algorithme qui avait permis justement d'améliorer la production, d'avoir moins d'efforts, moins de process inutiles. Il y avait eu un gain de quelques pourcents sur l'énergie et les gaz à effet de serre. Pour bien comparer, on avait 10 kilos d'entraînement de CO2 nécessaires pour faire tourner l'IA, les algorithmes, et en parallèle, chaque heure, on économisait 70 kg de CO2. Un rapport de 1 à 7 en une heure. Ramené à une année, on est sur des dizaines de milliers. Je crois qu'on a un rapport de 50 000 entre le coût et le gain. Là, il n'y a pas photo. Ouais. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment un exemple concret. C'est ce genre d'exemple que l'on met en avant. Et d'ailleurs, cet exemple est cité dans la série d'articles Impactia que l'on publie, que je me permets de rappeler ici, et vous pourrez le retrouver. Il a été publié il y a une dizaine de jours. Alors en espérant que les gains n'ont pas été affectés dans une machine supplémentaire. Parce que c'est toujours mais c'est tout l'enjeu de ce qu'on vient de parler. Bon, à condition que ce soit vraiment en net. Alors on était vraiment en net, effectivement. Bon. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions qui viennent du public? Vous pouvez aussi allumer vos caméras, faire vos retours, des commentaires, des questions. C'est le moment de se dévoiler à l'écran. Je vous laisse la parole. Peut-être ceux qui débattaient sur justement les méthodes de calcul. Nicolas Savier qui nous disait 200 tonnes de CO2, c'est en réaction à votre première intervention, Fabrice. 200 tonnes de CO2 pour une IA, n'est-ce pas une erreur? Non. Ah, voilà. Et bien alors c'est précisément ce qu'Olivier Matz répondait. Non. Des études ont montré que l'entraînement de certains algorithmes dans le domaine du NLP ont émis 300 tonnes de CO2. Et la conversation continue. Et voilà. Enfin bon, c'est pas des chiffres que j'invente. Allez, lisez le rapport du Shift Project et ça calmera tout le monde. C'est un rapport qui a été fait par au moins une centaine de spécialistes dans plusieurs pays. Il y a des abacs, il y a tout ce qu'il faut pour voilà, tout est sourcé. Il y a eu des thésards derrière, donc il n'y a pas de débat sur ce que je viens de vous dire. Alors c'est sûr que d'un pays à l'autre, quand vous avez une machine learning en France,
forcément, il y aura moins d'émissions que si vous le faites avec un mix énergétique très carboné dans un autre pays. Mais enfin, globalement, les plus grosses machine learning et développement de l'algorithme se font aux États-Unis et en Chine. Et les États-Unis, le mix énergétique des États-Unis, je ne vous fais pas de dessin, est essentiellement carboné aujourd'hui en électricité. Et ces machines-là ne fonctionnent pas à l'ère du temps, mais fonctionnent à l'électricité en l'occurrence. Les rédacteurs du rapport étaient eux-mêmes surpris des résultats. Absolument, surpris dans le mauvais sens du terme. Ils étaient atterrés de voir, affolés, parce que c'est vraiment une technologie qui est d'une puissance énorme en termes de mathématiques, mais qui est très, très, très gourmande. Vous savez, il y a Luc Julia qui a écrit un bouquin, Luc Julia qui était l'inventeur de Siri, qui a écrit L'intelligence artificielle n'existe pas. C'est un peu provocateur, bien sûr, mais enfin, lui, il est quand même bien placé. Il dit dans son bouquin que j'ai lu, il donne je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent cette petite histoire de ce Coréen champion du monde du jeu de Go qui a été battu par une intelligence artificielle il y a quelques années. Sauf que la machine a consommé 4000 kW d'énergie pour battre le Coréen qui, lui, on a calculé en énergie ce qu'il avait dû dépenser pour jouer contre la machine. Et le Coréen, c'était 20 watts. 20 watts contre 4000 kW. Et le Coréen, il sait faire plein d'autres choses que de jouer au Go. Parce que bon, il joue au Go de temps en temps, mais enfin, il sait faire plein de choses. Alors que la machine learning qui avait été éduquée pour le battre ne savait faire que ça. Donc en fait, c'est là qu'on voit que bon, il va falloir apprendre à se calmer, quoi. Alors, Alexandre Bretel nous dit, question aux intervenants, les normes environnementales en France ont conduit à une désindustrialisation qui n'ont conduit qu'à délocaliser la production dans des pays moins regardants. Et paradoxalement, on fait augmenter les émissions carbone. Comment éviter la même erreur avec les normes environnementales appliquées à l'IA ? Alors ça, c'est aussi, c'est pas vrai. Désolé, Alexandre. Tu peux peut-être répondre. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Au contraire, aujourd'hui, je pense que tu seras d'accord, Fabrice, la France, en termes de développement durable, on est vraiment parmi les pionniers en avance. On a toute une structure, tout un écosystème développement durable maintenant qui existe. Par rapport aux autres pays, c'est pas comparable. Moi, il y a 2 ans, j'avais regardé une étude. D'ailleurs, toi, Lorraine, tu le regardes souvent. C'est quels sont les pays qui doivent reporter pour les entreprises des informations qu'on appelle extra-financières. La France, on fait partie de ceux qui sont les plus exigeants, qui regardent précisément. Oui, après c'est vrai qu'on importe beaucoup d'émissions, qu'on a délocalisées et que la baisse des émissions au niveau français est un petit peu à l'heure. Si on regarde nos émissions importées, elles ont plutôt fait comme ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça permet vraiment, les nouvelles réglementations, de nous mettre en avant. Après, il y a une réflexion qui se mène au niveau européen aujourd'hui pour éviter d'importer une taxe carbone aux frontières européennes qui est en cours de réflexion. Alors, comment ça peut s'appliquer à l'IA ? Ça, je vous laisse répondre parce que c'est moins de mon domaine. Je sais pas. Mais il y a des réflexions en cours à ce niveau-là, parce que c'est un point très juste. Le prétexte de dire, voilà, nous, on fait tout bien et on fait trop bien, et donc, du coup, on va ailleurs. Mais c'est vraiment le comble de l'irresponsabilité. On est sur la même planète. Enfin, je crois qu'il n'y en a qu'une. Il y en a certains qui veulent aller ailleurs. Mais enfin bon, on verra. J'y crois pas une minute. Et on a tout intérêt, nous, à développer des technologies de sobriété, en tout domaine d'ailleurs, que ce soit dans le bâtiment, dans l'agriculture, dans l'informatique. Parce que, compte tenu de ce qui est en train de se placer sur la planète aujourd'hui, les scientifiques du GIEC qui ont laissé quelques bonnes pages de leur futur rapport apparaître en février 2022 montrent qu'on est sur le scénario RCP 8.5 qui est le pire des pires que le scénario a modélisé depuis maintenant près de 40 ans, et tout ce qu'ils avaient prédit est en train de se réaliser à 0,01% près, donc là c'est très très précis, et que les scientifiques du GIEC qu'on a rencontrés nous disent qu'ils ne savent pas tellement comment dire la vérité aux gens, en fait, sur ce qui va se passer, en fait, parce que c'est tellement dramatique, notamment les phénomènes de chaleur humide qu'il va y avoir dans la zone de l'équateur. C'est vrai qu'on annonce des températures de 48-50 degrés au Canada en ce moment, mais tant que les gens arrivent à boire, ils s'en sortent. Dans les pays subtropicaux, lorsqu'il fera même ne serait-ce que 39 degrés ou 40 degrés, mais les taux d'humidité seront tels que les gens ne pourront pas transpirer, on meurt tout de suite. Et il y a 1,2 milliard de personnes qui vivent dans ces zones-là. Et ça, c'est dans les 3, 4, 5 ans qui viennent. Alors de dire,
bon, nous on fait bien, c'est les autres qui font mal, etc. Mais quelle courte vue, quelle irresponsabilité. On a intérêt à faire le maximum chez nous et importer notre savoir-faire de sobriété partout sur la planète, parce que c'est un savoir-faire qui va valoir de l'or demain, et on a intérêt à devenir le phare du monde de la sobriété si on veut s'en sortir collectivement. C'est ce discours-là qu'il faut tenir. Je vais vous remercier, vous, d'avoir participé à cette première table ronde. Merci beaucoup. J'invite nos, j'ai envie de dire téléspectateurs, mais c'est un peu abusif, les personnes qui nous ont rejoints à nous suivre cet après-midi. On reprend à midi sur une conversation différente qui porte sur la mode, qui est une industrie bien énergivore, comme on sait. Donc rejoignez-nous à midi et merci encore à vous pour votre présence ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.